Et c'est parti donc pour Smart Patrimoine. Nous allons tenter de décrypter ensemble cette crise bancaire que certains peuvent identifier sur les marchés financiers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Bruno Zaraya, associé fondateur de Ginger AM. Bonjour Bruno Zaraya. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Ginger AM est un fonds d'investissement qui développe, alors je le disais en introduction, une matrice des risques finalement un petit peu alternative. Vous allez regarder où sont selon vous les poches de risque sur les marchés financiers pour ensuite décider de vos allocations d'actifs en fonction. Le sujet que je voulais décrypter avec vous aujourd'hui, c'est ce terme de crise bancaire qu'on voit, qu'on lit, qu'on identifie de manière assez régulière depuis 3 semaines. Certains parlent de crise bancaire, d'autres parlent de 3 phénomènes complètement qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, si ce n'est peut-être l'origine même des fragilités mises en lumière sur le secteur bancaire. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Ça a commencé il y a 3 semaines avec Silicon Valley Bank. On a ensuite suivi de près les difficultés concernant Crédit Suisse et donc le rachat par UBS. On est aujourd'hui avec des questionnements sur la Deutsche Bank, notamment en lien avec la valorisation des CDS sur Deutsche Bank. Comment est-ce que vous analysez cette séquence bancaire depuis 3 semaines, Bruno Zaraya ? Okay, bonjour, merci beaucoup. Déjà, il y a 3 biais pour nous, vous l'avez précisé. On a une innovation chez Ginger qui est liée à une analyse du risque en création, pas forcément les poches de risque actuelles, mais celles qui se créent et qui pourraient générer des problèmes systémiques à l'avenir. Je dirais que cette crise bancaire, on l'aborde de 3 façons. La première, de façon fondamentale, ce qui est aussi à l'ADN de Ginger. Donc fondamentalement, on regarde ces cas spécifiques, comme vous l'avez expliqué, SVB, Crédit Suisse, on pourra parler aussi de Deutsche Bank juste après, et on se rend compte que c'était des cas, de façon fondamentale, qui étaient identifiés depuis un petit moment, puisqu'on voit d'ailleurs que les cours de bourse de ces banques-là étaient très chahutés dès 2022, et ce n'était pas une surprise de se rendre compte que ces banques étaient en difficulté, pour des raisons X ou Y qui sont largement compréhensibles de par et leur financement, et la construction de leur desk de risque ou autre. Donc c'est quelque chose qui était identifié. La seconde chose, c'est on regarde, nous, vous l'avez dit précisé, notre innovation, est-ce que le risque du marché, est-ce que le risque sous-jacent tel qu'on l'analyse monte suite à ces nouvelles? Parce qu'on peut ne pas monter le risque, mais on doit prendre position par rapport à un phénomène qui se présente à nous. Bien sûr. Et donc on a regardé en effet les risques de Crédit Suisse monter, donc on était déjà assez élevé, on était déjà autour de 3-4, ils sont passés quasiment autour de 5, donc ça s'est tendu et c'est normal au vu de ce qui s'est passé. On l'avait aussi sur le CDS de Crédit Suisse, mais il n'y a pas eu de contagion à des banques comme la Société Générale, comme BNP, comme Crédit Agricole, comme Intesa, comme BBVA. Donc on est resté sur des problèmes qui pour nous étaient spécifiques au niveau fondamental, qui sont restés spécifiques au niveau des risques. Après il y a un facteur à identifier, c'est le facteur, parce que c'est vraiment la seule, ce sont les seules valeurs où le facteur psychologique peut bien compter, sûr. parce que et où on peut créer finalement le problème à force d'avoir peur que le problème soit arrivé. Exactement. C'est exactement ça. Qu'en fait, on peut se dire, ma banque, le lundi va très bien, et elle va très bien, et parce que j'ai peur le mardi, et que j'ai peur toute la semaine, le vendredi, elle va plus bien. Donc, c'est un facteur à surveiller, et on le surveille là aussi, via nos analyses de risque, et depuis maintenant quasiment 3 semaines, on a constaté que le risque sur les bancaires était cantonné aux banques dont on parlait, à certaines banques qui sont plus fragiles en Allemagne ou en Angleterre, et finalement ça a été la concomitance des événements. C'est-à-dire que vous avez SVB, on commence légèrement à régler le problème SVB parce que la Fed a garanti tous les dépôts, donc on retrouvait un petit peu de souffle, et tout d'un coup vous avez... Sachant qu'il y avait quand même un début de contagion sur les banques régionales aux États-Unis, il y avait SVB, puis il y a eu Signature Bank, il y a eu quelques banques comme ça qui ont subi les secousses finalement de ce qu'on a vu sur Silicon Valley Bank. Tout à fait, et ça a été une bonne chose, ça a été un facteur extrêmement instructif pour nous Européens de se rendre compte que nous en Europe, la réglementation et les contraintes imposées aux banques, qui notamment expliquent que les cours de bourse sont restés à des niveaux assez faibles, parce qu'il y a eu BAL 1, BAL 2, BAL 3 et tous les risques et tous les, je dirais, les contraintes qu'on leur a mises. Et ça explique aussi qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus solides et beaucoup plus réglementées que certaines banques régionales américaines. Néanmoins, malgré le phénomène de contagion, la Fed a plutôt bien joué son rôle en garantissant notamment tous les dépôts d'SVB et en rassurant. On n'a pas eu vraiment de bank run important. Et quand ça partait d'une banque régionale, ça allait peut-être chez JP Morgan, chez Goldman Sachs. Il y a eu un côté assez rassurant. En revanche, en Europe, la concomitance avec Crédit Suisse, vous avez le premier actionnaire qui un matin vous dit « Non mais attendez, moi s'ils sont problème, je n'aiderai pas », ce qui est assez surprenant, d'ailleurs il part très peu de temps après. Et puis par rapport à Deutsche Bank que vous citez, en effet, le CDS de Deutsche Bank s'est mis à monter, mais il y a une enquête qui est en cours. L'enquête semble montrer que c'est dû à un acteur qui aurait fait une sorte de position plutôt spéculative sur le titre. Et donc là aussi... On n'a pas de certitude encore sur le sujet, tout ce que j'ai lu est au conditionnel aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je dis aurait. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a des phénomènes assez atypiques sur certains titres comme ça. Et nous, on n'est évidemment pas là
là dans l'instant pour gérer ni le côté spéculatif, ni le côté très 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 conjoncturel, plus structurel. Et de façon structurelle, pour nous, les banques sont beaucoup plus solides. Cette nuit, les représentants européens ont expliqué qu'il n'y avait pas eu de fuite massive de dépôts sur les banques européennes, ce qui explique le rebond d'aujourd'hui. Et puis surtout, il y a énormément de choses que je trouve moi assez rassurantes. Je vous donne un exemple. BBVA, une grosse banque espagnole, a commencé son programme de rachat d'actions il y a 10 jours. Vous vous dites, est-ce qu'une banque qui pourrait savoir qu'il y a des difficultés très fortes à venir va commencer son programme de rachat d'actions? Je pense qu'on aura d'autres nouvelles sur les banques, notamment françaises, dans les jours à venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, une fois que la poussière est tombée, un peu plus de lucidité. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sans cesse à vendre la peur. Sur les banques, c'est toujours très risqué. Donc pas de risque sur le secteur bancaire européen, selon la matrice de Ginger AM aujourd'hui? Alors, selon la matrice de Ginger AM, il n'y a pas de risque systémique global en Europe sur les marchés. Sur les banques en Europe, il y a certaines banques qui sont plus risquées que d'autres. Par exemple, en effet, Deutsche Bank, Commerzbank sont des banques qui, dans nos outils, ont des risques plus élevés que la Société Générale qui est entre 0 et 1 comme BNP, alors que ces banques allemandes sont plutôt à 3-4. Et la Barclays en Angleterre, elle aussi, est plus tendue que d'autres. Mais Crédit Agricole, Intesa, BBVA, Société Générale, BNP, il n'y a pas de phénomène de contagion comme on avait pu connaître en 2008 et en 2011. Et puis il y a un facteur important, parce que peu de gens en parlent, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des actifs financiers, c'est important d'en connaître la valorisation. La valorisation des banques européennes aujourd'hui est à peu près la même que la valorisation des banques en pleine crise systémique en 2008 et en 2011. Ce qui veut dire que vous avez sur les valos intégré des décotes très importantes, alors même que le risque systémique, selon nous et dans le marché, n'est pas du tout avéré. Ce qui, pour nous, expliquera des rebonds importants à venir. Mais alors, pourquoi il y a cette crainte aujourd'hui des investisseurs sur les marchés? C'est j'ai envie de dire, le timing qui fait que, comme on passe d'un sujet à un autre en matière de difficultés bancaires, ça crée une sorte de crainte sur les marchés? C'est ce que vous identifiez? Je crois que on est malheureusement, nous on en souffre parce que ça génère de la volatilité, rémunératrice de la volatilité, on en pourra peut-être un petit peu après, mais depuis 10 ans, on vend sans cesse, tous les 6 mois à peu près, de la peur. Regardez, là on parle des banques, mais il y a 6-7 mois, la terre entière parlait de récession, voire de récession grave. On se rend compte que la récession s'est transformée en fin d'année en ralentissement, et que ce ralentissement, maintenant, c'est de la faible croissance. Et ça n'est pas du tout la même chose sur les valorisations. Sauf que sur les bancaires, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effet psychologique peut prendre le dessus. Alors, il y a aussi quand même cet effet hausse de taux de la Fed et de la BCE qui a un impact finalement sur l'activité des banques. Et, alors, effectivement, les premières à en souffrir sont ces banques qui ont été identifiées comme un peu plus fragiles que les autres. Alors, celle-ci, vous savez, la SFB finançait notamment beaucoup de tech dans la Silicon Valley. Et la difficulté, il faut bien comprendre, c'est quand les taux sont à 0, les projets, et beaucoup de projets, sont plus rentables qu'avec des taux à 3, 4, 5 ou 6. Donc déjà, vous financez des projets qui tout d'un coup deviennent moins rentables. Le problème, ce n'est pas forcément la hausse des taux. Vous savez, Warren Buffett dit toujours, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient nus. Le problème, c'est ceux qui nageaient tout nus. Après, la hausse des taux pour les banques, c'est plutôt quelque chose, normalement, de rémunérateur. Je vous donne un exemple. Il y a un an, votre banque, vous prenez 20 centimes, 30 centimes sur vos dépôts parce qu'elle est replacée les taux négatifs. Aujourd'hui, les banques proposent à leurs clients des comptes à terme à 3, 3,2, 3,3 et refont beaucoup de marge sur ces actifs-là. Il faut voir que les banques, vous prenez BNP, c'est 8 à 9 milliards de résultats l'année dernière, avec une partie de taux négatifs, avec des taux qui sont à 250, 300 points de base. Pour ces banques-là, c'est beaucoup de revenus en plus. D'ailleurs, en période d'inflation ou en période de hausse des taux, normalement, les bancaires et les financières doivent en profiter, ce qui n'a pas été le cas en 2022 pour des questions de crainte, et ce qui devrait être le cas dans les prochains mois. Pour clarifier votre position, deux questions. Une sur SVB. Alors effectivement, lorsque l'on s'est rendu compte effectivement de ce bank run, ou en tout cas des résultats qui ont été publiés par SVB qui ont entraîné effectivement ce bank run, beaucoup ont dit ils sont passés en dessous finalement des fourches de la réglementation américaine, donc personne n'a pu rien voir. Vous nous avez dit en revanche tout à l'heure qu'on aurait pu finalement identifier les fragilités de la banque dans le cours de bourse de SVB. Tout à fait. Le cours, si vous prenez, je ne peux pas vous montrer maintenant dommage, et on pourra le faire peut-être parvenir à vos auditeurs et auditrices, mais si vous regardez le cours de bourse d'SVB en 2022, c'est une chute graduelle et importante. Tout 2022, comme Crédit Suisse, cela dit. Je ne dis pas que ça stigmatisait un risque systémique sur la banque, mais ça montrait qu'il y avait une défiance beaucoup plus importante. Si vous comparez le cours de SVB et de Goldman Sachs en termes d'évolution, vous avez vraiment deux courbes inversées. De même que si vous comparez la courbe de performance de UBS et celle de Crédit Suisse, vous avez deux courbes comme ça parce qu'il y avait un risque important qui était mis sur Crédit Suisse, comme certains savent d'ailleurs que parfois Barclays, les choses sont même gérées aujourd'hui, et c'est pas négatif, c'est juste un constat lié à tout le management et lié à l'activité. Mais alors justement, dernière question pour bien comprendre
comprendre toujours quand on voit effectivement les difficultés qu'ont connues Crédit Suisse qui amènent finalement au rachat de Crédit Suisse dans des conditions très particulières par UBS avec le gouvernement suisse effectivement qui s'en mêle. Est-ce que ça ne montre pas quand même qu'il y a une vraie crainte d'un risque systémique? Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une vraie crainte d'un risque systémique? On peut voir les choses de deux façons. On peut se dire, ça montre qu'il y avait un problème, et c'est toujours la difficulté. Une banque ne communique pas, on dit il y a un problème, il ne communique pas. Une banque communique, on dit il communique, il y a un problème, ils n'en parlent pas. Et donc c'est là où le problème de confiance est difficile. Sur Crédit Suisse et UBS, on va se rendre compte d'ailleurs que UBS a racheté Crédit Suisse à 70% de la valeur d'une semaine avant, donc on verra plus tard probablement qu'ils ont fait une bonne opération, mais il est clair que la Suisse ne pouvait pas, à mon avis, en effet, laisser disparaître une banque qui en plus s'appelle Crédit Suisse, et donc elle a organisé une opération pour permettre de créer un géant suisse. Et ça montre bien qu'il y a des solutions, de même qu'en effet, quand on voit par exemple des tensions en Allemagne sur Commerzbank et Partner sur Deutsche Bank, l'Allemagne, de par ses moyens aujourd'hui, a la capacité de recapitaliser et d'accompagner une banque et de ne pas la laisser tomber. Donc il y a des solutions, et on parle de bank run, mais s'il y a bank run, ce qui pour nous n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'impacte pas que les banques. Toutes les boîtes qui ont leur trésorerie, y compris les plus grosses du luxe dans ces banques-là, elles auraient des problèmes aussi. Nous, notre enjeu, c'est de dissocier la peur des risques. Et on dit aujourd'hui, sur les banques, on a une énième phase de peur, qui pour l'instant n'est qu'une peur. On surveille tous les jours ça dans nos outils pour voir si elle peut se transformer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et on dit, comme ça n'est qu'une peur et que les valos sur les financières n'ont jamais été aussi faibles, vous aurez des rebonds importants parce que l'excès de peur génère des excès de rebonds. Merci beaucoup Bruno Zarria d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Ginger AM. Merci beaucoup. Avec plaisir Nicolas, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.